Permettez-moi de me présenter. Vous m'entendez bien? C'est très bien. Oui, d'accord. Et vous voyez la première page de ma Oui. présentation? Oui, d'accord. Permettez-moi de me présenter. Je travaille dans l'Institut d'astronomie Sternberg qui appartient à l'Université de Moscou. C'est l'Université de Moscou d'État. Voilà. Mais aussi bien, je travaille en collaboration avec l'IMCCE déjà pendant 24 ans. C'est une collaboration permanente et voilà. Et c'est le résultat de collaboration. Et voilà. Et si je peux changer. Je sais. Voilà, vous voyez deuxième page, je crois. Et je voudrais expliquer le passage des données pendant la campagne. Observateur, il observe avec son télescope et caméra. Il obtient les images soit avec CCD, soit avec caméra vidéo. On obtient les fichiers. Et puis, on met ces fichiers à un logiciel. C'est très important quel logiciel. Ici, je montre les exemples de logiciels qui transforment les images à la courbe de la lumière. Je ne sais pas, peut-être les observateurs utilisent les autres logiciels, mais je connais que 4. Et c'est très important de choisir ce logiciel parce que c'est le logiciel qui nous donne des erreurs systématiques, ce qui n'est pas bien. C'est que je voudrais souligner que c'est très important de bien choisir le logiciel qui transforme les images aux courbes de lumière. Puis, quand on a déjà les fichiers de courbes de lumière, l'observateur a le choix comment agir après. On peut soit mettre ces fichiers, ces tables directement sur la page web à mon institut, et soit si on ne sait pas mettre les résultats sur la page web, on peut composer une fiche, remplir une fiche et envoyer cette fiche avec quelqu'un à l'IMCCE, et c'est quelqu'un, c'est un collègue qui va mettre les résultats sur la même page web. À la campagne 2015, c'était Eleonora Saquet qui faisait cette opération. Il recevait les fiches remplies et il mettait ces données à la page web à mon institut. Puis, c'est le logiciel spécial qui reçoit les données. Il fait certains contrôles de données. Si les données ne satisfont pas quelques conditions, mon logiciel dit « Ah non, je ne reçois pas vos données, il faut les corriger ». Et puis, les données déjà rectifiées tombent à mon logiciel pour obtenir les positions mutuelles, les différences de position de satellites. C'est un logiciel très, très important parce que ici, le logiciel prend en considération beaucoup de propriétés des satellites, c'est-à-dire les lois de réflexion, le fait de phase solaire, etc. C'est très, très compliqué ce logiciel pour obtenir les résultats astrométriques. Les résultats astrométriques, ce sont les différences entre les coordonnées de satellites. C'est un résultat astrométrique, position de satellite. Et après, quand on a position de satellite, on peut les accumuler pour publier dans un journal. En même temps, je peux transmettre ces données à Valérie pour obtenir
pour mettre à jour les paramètres orbitaux et pour mettre à jour nos éphémérides de satellites. Voilà, c'est un schéma, c'est le passage de données des télescopes et caméras jusqu'à les publications. Voilà. Et maintenant, je voudrais passer sur notre... comment excusez-moi. Voilà, vous voyez peut-être slide suivante. Pour comprendre les erreurs, il faut voir comment ça marche la procédure pour obtenir les résultats astrométriques. Ici, c'est un flux de la lumière qu'obtient l'observateur, puis on compose l'équation de conditions. Ici, on a le paramètre recherché, c'est le coefficient K, le coefficient dx, dy, et aussi quelques quantités P. Qu'est-ce que c'est dx et dy? Ce sont les résultats astrométriques parce qu'avec les coordonnées des éphémérides, ce sont les coordonnées. C'est-à-dire, fonction S, c'est la fonction, c'est le modèle photométrique. C'est le flux normalisé, c'est-à-dire S est égal à 0 quand on n'a pas de lumière de satellite, par exemple pendant l'éclipse totale, ou S égale à unité quand on a hors du phénomène, quand c'est très près du phénomène, mais quand le phénomène, nous n'avons pas de phénomène. Ici, très important, c'est la précision. Il y a deux types d'erreurs. Les erreurs aléatoires, c'est le bruit, et les erreurs systématiques. Les erreurs systématiques, ils apparaissent soit dans les paramètres de x, de y, soit dans les quantités de p. La quantité de p, c'est un peu énigmatique parce que, par définition, le logiciel qui transforme les images aux valeurs de flux mesurés, les spécialistes qui font ça me disent que le P doit être égal à 0. Mais en réalité, le P n'est pas égal à 0. Par définition, cela peut être appelé comme le fond du ciel. Mais comme vous verrez après, cette quantité prend les valeurs négatives. Vous pouvez imaginer le fond du ciel négatif. Vous verrez après. C'est-à-dire les erreurs systématiques sont dans le paramètre dx, dy et aussi dans la quantité p. Et vous voyez ici, pendant la campagne FEMU 2015, on a les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques. Et on voit que les erreurs systématiques dépassent largement les aléatoires. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre les erreurs systématiques plutôt que contre les erreurs aléatoires. Puis voilà. Pour bien voir pourquoi on a des erreurs systématiques, il faut considérer l'occultation totale. Pendant l'occultation totale, le flux ne dépend pas des positions de satellites. Le satellite peut bouger entre ces deux moments et on n'a pas de changement de flux. Et le flux dépend de ce coefficient K qui se détermine facilement de cette solution, et puis le paramètre P, un peu énigmatique parce que les gens qui font le traitement de données me disent que P doit être égal à 0.
Mais en réalité, P n'est pas égal à 0. Vous voyez ici, sur ce exemple, vous voyez que P est négatif. Comment vous pouvez imaginer le fond du ciel négatif? C'est-à-dire que soit le logiciel qui transforme l'image à photométrie n'est pas correct, soit on a le rapport des albédos. Ici, j'ai oublié de vous préciser que R1 et R2, ce sont les rayons de satellite, et P1, P2, ce sont les albédos intégrales des disques. Et vous voyez que on connaît très exactement les rayons, mais on ne connaît pas suffisamment exactement les rapports des albédos. Et vous voyez que cette valeur dépend du rapport des albédos, P2 sur P1. C'est-à-dire que pourquoi on a la situation comme dans cet exemple, c'est que soit la valeur P n'est pas égale à 0, soit on a le rapport des albédos qui n'est pas correct. Et comment on ne peut pas diviser ces effets. On ne peut pas savoir est-ce que c'est la première cause ou c'est la deuxième. On ne peut pas diviser ce problème. Mais quand même, pour la première cause, il faut choisir le logiciel qui transforme les images à la photométrie, c'est-à-dire à la courbe de la lumière. Il faut bien choisir ce logiciel. Il faut chercher le logiciel le plus performant, le plus exact. Soit il faut chercher le rapport des albédos. Et pour chercher les rapports des albédos, il y a une méthode qui je proposais il y a beaucoup de temps, je proposais cette méthode. Vous voyez sur cette image qu'on peut mesurer les flux de satellites bien avant et bien après le phénomène, quand on peut mesurer les flux séparément de chaque satellite. Puis on mesure les valeurs combinées de deux satellites bien avant et bien après le phénomène. Et quand on a ces valeurs, on peut simplement calculer le rapport des albédos. Mais pour avoir ce rapport bien correct, il faut supposer que le coefficient R est constant pendant tout ce temps. Mais ce que n'est pas le cas. En réalité, le coefficient R change. Aussi, on peut aussi déterminer ici les valeurs de P de telle façon. Mais quand même, il faut supposer que le coefficient P et le coefficient R sont constantes pendant tout ce temps envisagé. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est pourquoi on ne sait pas, est-ce qu'on peut utiliser cette méthode ou pas. Voilà. Mais quand même, je recommande aux observateurs mesurer les flux des satellites séparés bien avant et bien après le phénomène, quand on peut mesurer les flux séparés de chaque satellite. Aussi bien les flux combinés de deux satellites, comme ici, pour pouvoir calculer le rapport des albédos. Soit que ce ne sera pas suffisamment exact parce qu'on suppose que ces paramètres sont constants pendant ce temps-là. Mais quand même, on espère de voir quelques avantages. Et voilà mes recommandations pour les observateurs. Enregistrer toujours le flux de satellites de comparaison pendant l'événement, c'est-à-dire vous mesurez le flux de satellites en phénomène et aussi le flux de satellites qui se trouvent séparément. C'est-à-dire nous pouvons avoir que le rapport de flux de deux satellites ou la différence entre les magnitudes de deux satellites. Pas besoin de voir les valeurs absolues du flux et valeurs absolues des satellites. On peut avoir que
les valeurs relatives. Puis essayer de mesurer les flux partiels de satellites E1 et E2 avant et après événement. J'ai déjà dit de ça. Puis utiliser les pages, utiliser les pages de téléchargement de l'observation des phénomènes mutuels. Voilà cette page. Parce que si vous ne savez pas mettre vos données sur la page, vous pouvez envoyer à quelqu'un à l'EMCC qui fait pareil, qui compose les fiches et va mettre vos données sur cette page de réception de données. Voilà. Et aussi, pas besoin de craindre un bruit important des mesures photométriques. Les observateurs me disent que ah, voilà, j'ai un grand bruit dans mes résultats. Ce n'est pas important quand vous avez un bruit. C'est plus important de ne pas avoir les erreurs systématiques dont j'ai parlé déjà. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. Mais si vous avez des questions, comme j'ai du mal à comprendre parfois le français, peut-être Jean-Eudes pourra répondre au lieu de moi à certaines questions si je ne comprends pas. Voilà, merci. Merci Nicolas, c'était très clair et merci d'être revenu là sur cette problématique de parfois voilà, des courbes qui passent dans le domaine du négatif et qui sont toujours un peu révélateurs de problèmes de réduction photométrique. Bon, très bien. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser. C'est vrai que je voudrais vous proposer peut-être également de faire peut-être 5 minutes de pause, mais simplement pour que vous puissiez boire, faire du ravitaillement, et puis on reprend très vite. Et sachant que là, dans les présentations des amateurs, alors c'est vrai qu'on est un petit peu en retard, mais je ne sais pas si vous êtes attendu après 18 heures, mais le couvre-feu s'impose à nous tous, donc on débordera un petit peu plus. Et puis, sachant que je sais que les présentations là qui vont suivre, il y en a parfois certaines qui sont un petit peu redondantes, donc je demanderai aux intervenants, et j'interviendrai en dernier, donc d'éviter les redondances. Mais voilà, tout ça pour. Mais si vous avez des questions pour Nicolas ou pour revenir sur les 3 premières présentations, ça peut être utile. Et sachant qu'on va revenir là dans les présentations qui suivent sur comment on fait la livraison des données, très concrètement, comment on l'a fait les fois précédentes vers l'IMCCE ou vers Nicolas. Est-ce que les logiciels qu'on utilise pour la détection d'exoplanètes sont hors concours ou peuvent... De satellites. Vous voyez, je dois prendre en considération le changement de la lumière en fonction de l'angle de rotation de satellite. Puis, c'est très compliqué de prendre en considération quand on a l'ombre. Par exemple, vous avez un trou sur la surface et la lumière tombe un peu à côté, on a le fond sombre. Et soit vous avez opposition exacte, c'est le fond de ce trou est allumé et on a une surge de magnitude de satellite. C'est très compliqué de prendre en considération cette surge de la lumière. C'est un Américain au nom Hapke qui a créé beaucoup de modèles photométriques pour des satellites. C'est-à-dire, j'utilise les tableaux de paramètres Hapke qui a développé la théorie de la diffusion de la lumière sur les surfaces des satellites, etc. C'est très compliqué. Vous pouvez voir les publications, c'est une formule énorme. J'ai programmé cette formule. Et puis, c'est que pour les satellites galiléens, on a les paramètres Hapke. On n'a pas de paramètres Hapke pour les satellites de Saturne, ni pour les satellites d'Uranus. Et je ne sais pas, est-ce qu'on a les paramètres Hapke pour exoplanètes.
Je ne sais pas. Non, c'est une méthode très particulière pour les satellites galiléens, très particulier, très spécial pour les satellites de Saturne et également très spécial pour. J'ai 3 modèles photométriques pour les satellites galiléens, pour les satellites de Saturne et pour les satellites d'Uranus. Ce sont 3 méthodes, 3 modèles différents. La méthode est un peu pareille, mais le modèle est très différent pour 2 familles de satellites. Voilà. Et pour les exoplanètes, non, je pense que pour exoplanètes, on doit construire un modèle très spécial. Voilà. Nicolas, c'est-à-dire par rapport aux 4 logiciels que tu cites, voilà, pour les transits d'exoplanètes, les amateurs utilisent pour la plupart MuniWin. Tu n'as jamais utilisé MuniWin? Non, j'ai composé mon propre logiciel qui utilise... Non, là je parle des amateurs qui font leur réduction de données, hein, l'extraction des données, où tu parles de Tangra, de Limovi, de Au-delà, de Dowshot. C'est pour faire la courbe de lumière. Et dans le chat, il y a également quelqu'un qui parle du logiciel exotique. Hein, donc, est-ce que ces autres logiciels, on pourrait les qualifier? Non, je ne suis pas spécialiste de ce logiciel qui transforme les images aux courbes photométriques. Je ne suis pas spécialiste, je compte sur les amateurs. Non, mais donc c'est une action que je note, c'est de se poser la question pour ceux qui connaissent bien MuniWin, où je vois donc Exotique ou Cyril, on pourrait peut-être les valider. Vous pouvez rajouter Astroimagie qui est bien supérieur à MuniWin. Oui. Bon, et Astroimagie, oui, ouais. Tu as raison. Ok. Thierry, excuse-moi, une remarque sur Exotique. C'est plutôt un logiciel qui est destiné au transit planétaire. D'accord. Il reste la parole, quoi. Ça permet d'établir des courbes de lumière. Hein. Exactement, mais je sais, ça veut dire qu'il faut d'abord traiter les vidéos. Là, je reste en contact. Pour en faire des images. D'accord. C'est le micro de celui-là qui est ouvert. Bon, très bien. J'ai une question sur les caméras. Alors, sur les caméras, pose ta question peut-être après les présentations qui vont arriver. D'accord. Hein, sauf si ça fait référence aux interventions, mais on va parler des caméras. Là, tous les amateurs qui vont intervenir vont présenter leurs caméras. Ce sera peut-être plus utile qu'on en débatte pendant ces présentations ou juste à la fin. Oui, je suis d'accord. J'ai une question là dans la liste de logiciels que vous avez donnée. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire nos courbes de lumière avec, par exemple, 2 logiciels différents systématiquement pour faire ressortir des erreurs systématiques liées à tel ou tel logiciel, par exemple? On n'a pas beaucoup de modèles photométriques. J'ai un modèle seulement, c'est le modèle Kapke. Je n'ai pas d'autres modèles. Mais on parle de la réduction juste des images. Non, pour les images. Là, je pense qu'on peut essayer plusieurs logiciels et vous devez obtenir le même résultat. Oui. Si ce n'est pas le même résultat, vous pouvez vous poser des questions. Oui, avec Eleonora, on a essayé de comparer les résultats de logiciels différents. Et on a obtenu les résultats photométriques différents. Voilà. C'est Eleonora qui a essayé d'appliquer 2 logiciels différents et on a obtenu les valeurs photométriques différentes. Okay. Oui, il peut y avoir un problème de détermination du fond de ciel, parce qu'il n'y a pas que le fond de ciel, il y a l'offset de la caméra et le fond de ciel. Et les logiciels ne font pas toujours la différence. Et s'ils ne font pas la différence, c'est ton paramètre P que tu ne sais pas quoi lui mettre dedans. Parce que c'est différent, l'offset et le fond de ciel. Et ces logiciels, je ne sais pas s'il y en a qui font la différence. Vous dites, donnez-moi d'abord l'offset, et après, ils vont prendre chaque fond de ciel pour chaque image. Mais l'offset, lui, c'est encore autre chose. Oui, mais vous avez vu des exemples quand il y a valeur de P négative. Ça, c'est un offset, c'est un problème d'offset, c'est clair. Oui, peut-être. Ça peut être aussi le rapport d'albédo, mais ça peut être un problème. Oui, aussi. Mais ce qui est drôle, qu'on ne peut pas partager ces 2 effets. Le logiciel qui donne
une erreur systématique et c'est le rapport des albédos. On ne peut pas les partager. Ou bien alors, il faudrait qu'on ait beaucoup de phénomènes avec les mêmes satellites dans les mêmes conditions pour essayer de comparer. C'est un peu difficile parce qu'on a plusieurs conditions. Oui, bien sûr, on n'est jamais différentes. C'est difficile. J'ai essayé de faire comme ça, mais ça ne marche pas. Oui, j'en parlerai tout à l'heure, mais est-ce que vous recommandez de s'entraîner sur les phénomènes classiques? L'éclipse de Io derrière Jupiter, là, qui est un phénomène archi simple. Est-ce que ce n'est pas un moyen de bien s'entraîner et de valider un logiciel? C'est un moyen de s'entraîner, mais ça ne valide pas le logiciel parce que il y a pas, la chute en magnitude, elle est infinie puisqu'il n'y a plus rien et tu ne sais pas où est le zéro. D'accord. Ça, c'est un problème avec ces phénomènes-là. Tu ne sais pas où est le zéro. Si je peux faire juste une petite remarque. Donc, dans les phénomènes mutuels, juste pour rappeler, vous l'avez bien compris, il y a deux choses fondamentales. La première, c'est la chute en flux, qui va vous donner donc la distance entre le centre de figure des deux satellites. Et puis, la deuxième chose fondamentale, c'est le temps. Et donc, Nicolas, typiquement, nous l'a dit, il nous fournit évidemment le fameux paramètre d'impact, mais il nous fournit également la date du minimum. Et ce qu'on voit bien avec la discussion sur ces histoires de logiciels. Oui, je comprends ta question. Je n'ai pas fini. Ce n'est pas une question. Et ce qu'on voit bien avec ces histoires de logiciels, c'est qu'on a du mal, et on comprend bien, Jean l'avait dit tout à l'heure, avant on avait des photomètres, aujourd'hui ce n'est pas le cas, donc on voit bien qu'on a du mal à traiter cette histoire de photométrique en réalité, et Nicolas il a bien montré les difficultés qu'il y avait. Alors, la question que je poserai, je vous la pose, est-ce qu'on a le même genre de problème pour la détermination du temps du milieu d'événement? Est-ce que la datation également va être biaisée suivant un logiciel ou sur l'autre? Ou bien est-ce qu'on peut considérer que la datation est une donnée qui va être plus exacte et donc qui méritera peut-être un peu plus notre attention que la chute en flux? C'est une question que je pose. Il y a assez souvent quand les spécialistes pensent que le minimum de la chute, c'est le minimum de la distance. Non, je sais que ce n'est pas le cas, Nicolas, je sais bien. Je simplifie, je sais bien qu'il y a les effets de phase, etc., qu'il y a un delta T, je connais les articles. Ce n'est pas ça. Mon point, c'était, fondamentalement, quand vous faites un phénomène mutuel, vous mesurez deux quantités physiques. La première, c'est la profondeur de la chute en flux, et la deuxième, c'est le temps. Oui. Et ma question est la suivante. La chute en flux, on voit bien qu'elle va être biaisée par les logiciels, par la complexité des équations qui sont utilisées et par la physique, tout simplement. Le ciel, ce n'est pas un truc neutre qui ne bouge pas, comme l'a dit Nicolas. Donc ça, on est biaisé et quelque part, on va être peut-être limité à un moment donné par ces phénomènes logiciels ou physiques. Bon. Mais il y a l'autre chose, le temps. La datation, je comprends bien qu'évidemment, si vous avez un PC qui a 3 secondes de retard sur le temps universel, je comprends bien que ça va être biaisé. Mais naïvement, je me dirais quand même qu'aujourd'hui, avec des smartphones 4G, il y a peut-être moyen quand même d'avoir une datation au dixième de seconde. Peut-être que je rêve, c'est possible. Cela étant, est-ce qu'on peut quand même imaginer que, du point de vue des logiciels qui sont utilisés, il puisse y avoir également le même genre d'erreur, comme on l'avait sur la chute en flux, c'est-à-dire que d'un logiciel à l'autre, eh bien, la datation n'est pas exactement la même, et donc on peut avoir aussi une incertitude sur le temps du minimum. Oui, j'ai compris. Je ne peux pas répondre. Il faut étudier. Il faut comparer tout ça. C'est une bonne question, mais peut-être il faut... Et finalement, Nicolas, tu extrais 3 temps. Le début du phénomène, le temps du minimum, s'il n'y en a qu'un, et celui de la fin, non? Non, je n'utilise pas le moment de début et le moment de la fin. Je n'utilise pas. J'utilise que les valeurs mesurées. N'importe quand, soit pendant le phénomène, soit hors du phénomène, j'utilise les valeurs mesurées. Et c'est tout. Je compose les équations des conditions. J'applique la méthode de moindre carré pour obtenir les paramètres. C'est drôle que le paramètre de l'échelle, ce paramètre K, se détermine facilement et très correctement. On n'a pas de problème avec ce coefficient. D'accord. Non, mais ou à l'inverse, c'est Valérie qui, toi, pour
je ne sais pas, de rentrer dans tes modèles, tu utilises ces 3 instants ou tu utilises la courbe de lumière? Alors, en fait, enfin, bon, on essaie de faire comme on peut en distanciel et voilà. Donc oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Évidemment, vous avez le temps à différents instants. Mais ma question est exactement la même. C'est-à-dire que chaque instant peut être biaisé. Au final, Nicolas, il va prendre tous ces instants-là et il va ressortir de toute votre courbe de lumière datée. Il va ressortir une chute en flux à une date donnée, qui ensuite pourra être traduite effectivement sous la forme d'une distance entre les deux centres de figure à une date un peu différente. Mais ça, peu importe, c'est la technique. Mais la question est toujours la même. Est-ce que votre datation en temps, elle peut être aussi différente d'un logiciel à l'autre? Et ça, je pense que c'est vous qui utilisez les logiciels. Oui, on va le voir après, là, justement, avec les outils de datation. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit qu'on est assez différent de la problématique des occultations d'étoiles par les astéroïdes, où finalement, c'est le début, la fin et éventuellement le milieu du phénomène qui va compter. Là, c'est plutôt la fonction de variation du flux en fonction du temps que vous exploitez complètement. Oui, c'est l'ensemble des points. Tous les points de la courbe sont utilisés. Chaque point donne une équation et on en déduit. Après, on en déduit ce qu'on veut. Nicolas, il sort la distance entre les deux satellites au moment du phénomène, mais on pourrait utiliser autre chose. Hein. C'est un choix après des gens qui exploitent l'astrométrie. Bon, très bien, Jean-Marie. Jean-Marie, tu te prépares à partager l'écran, mais on continue de débattre et après ça, on passe à la session amateur. Oui, vas-y. Juste sur ce que tu disais, Thierry, donc, ça c'est vrai lorsque tu vas regarder un phénomène d'un petit satellite avec un gros. Parce que là, il va être complètement derrière le satellite. Donc là, ça se rapporte à ce que tu dis. Mais pour les galiléens qui ont à peu près la même taille, effectivement, c'est un cas différent. Valérie, tu peux exprimer ta question par écrit pour moi dans email pour que je mieux comprendre. Oui, pas de problème. D'accord. Okay.